Comment la bande dessinée est-elle passée du livre pour enfants au 9e art? La BD a longtemps été considérée avec un peu de condescendance. On disait qu'elle était une forme de sous-peinture ou de sous-littérature. L'enfant, grâce au dessin, a le privilège de l'évasion. C'est sa manière à lui de se rendre invisible. Alors qu'est-ce qui a changé? Le pionnier de la BD, c'est lui, Rodolphe Töpffer. Il publie en 1833 l'histoire de Monsieur Jabot, la première narration qui mêle des images dans des cases accompagnées de textes. Il l'appellera non pas bande dessinée, mais littérature en estampe. Mais, vous remarquez, il n'y a pas de bulle. Ce procédé sera utilisé pour la première fois aux États-Unis avec Yellow Kid de Richard Utko, puis avec Little Nemo de Winsor McCay. La première BD était née. Les journaux états-uniens les publient pour toucher de nouveaux publics. Elles permettent d'augmenter les ventes et de meubler les creux dans l'actualité. Très vite, le public cible est celui de la jeunesse, pour plusieurs raisons. On l'a vu, dans les journaux, il y a d'abord eu des objectifs commerciaux. Mais il y a aussi des causes plus profondes. L'apparition de la BD coïncide avec un changement de statut de l'enfant au XIXe siècle. D'abord, dans les classes moyennes, dans la bourgeoisie du XIXe siècle, il y a l'apparition d'une nouvelle pédagogie qui explique aux parents qu'un enfant a un imaginaire à lui et qu'il doit donc avoir des lieux à lui. Cette idée de l'intimité de l'enfant, elle va de pair avec deux figures, la chambre de l'enfant et le coffre à jouets. Ce sont deux lieux dont la bande dessinée va être en quelque manière la métaphore. La bande dessinée, c'est une sorte de maison rassurante pour l'enfant qui lui assure de neutraliser le passage du temps. Parce que la bande dessinée, de case en case, met à plat le devenir, met à plat le changement. D'ailleurs, dans les BD franco-belges ou les mangas d'après-guerre, les héros sont souvent de jeunes hommes asexués et qui ne vieillissent pas. La mort et l'écoulement du temps sont évacués des œuvres. Ce sujet, c'est en apparence un jeune garçon, toujours amical, qui se bat pour le bien, qui la plupart du temps n'a pas de relation sexuelle, n'a même pas de relation amoureuse. On n'a aucune des marques qui sont propres à la puberté. Ni Tintin, ni Spirou, ni Johann et Pierre-Louis, ni Lefranc n'ont par exemple jamais de barbe qui pousse lorsqu'ils passent 3 ou 4 jours dans le désert. Car au fond, tout ce que la bande dessinée franco-belge a essayé de produire dans l'après-guerre, c'est un sujet éternellement enfantin qui échapperait au devenir des corps, qui échapperait au devenir organique. Alors certes, les super-héros des comics américains permettront de vieillir un peu le lectorat, mais ils toucheront essentiellement les adolescents. Alors comment la BD est-elle sortie de cette image enfantine? Le tournant s'opère dans les années 60 et 70 qui voient naître un nouveau regard sur ce format, notamment grâce à quelques grands succès. Mais je crois que l'essentiel de la révolution dont je peux être l'auteur dans ce métier avec Albert Uderzo, c'est le succès de notre Astérix. Parce qu'à partir de ce moment-là, les adultes notamment ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs. Et ça a donné un essor à ce moyen d'expression. Le terme 9e art apparaît pour la première fois sous la plume du critique de cinéma Claude Bailly. 3 ans plus tard, une première grande exposition est présentée à Paris au Musée des Arts Décoratifs. Dans les années 70, le sociologue Luc Boltanski fait de la BD un objet d'étude. Il constate qu'elle intéresse de plus en plus un public lettré. Mais c'est surtout la création du Festival d'Angoulême en 1974 qui consacrera la BD auprès du grand public. Malgré quelques imperfections et quelques tâtonnements, l'expérience est concluante et elle sera poursuivie l'année suivante. L'audience s'élargit, le Salon d'Angoulême confirme donc son utilité. Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, la BD évolue dans sa forme et son contenu. Progressivement, les créateurs élargissent leurs propos pour traiter de thèmes plus graves ou plus caustiques. On pense par exemple au roman graphique Maus, qui aborde la Shoah et les camps de concentration, ou la revue satirique Fluide glacial. Du même coup, ce médium, initialement très masculin, s'est aussi féminisé, tant dans sa production que son lectorat. Ce sont deux phénomènes bien distincts qui ont largement concouru à la légitimation du 9e art. Le premier tient à sa littérarisation, à travers le roman graphique. Au début des années 2000, le succès mondial de Persepolis confirme que le roman graphique est une tendance de fond et non un simple effet de mode. Le second phénomène qui a modifié le statut de la bande dessinée tient à son artification. Incontestablement, le médium a gagné une vraie légitimité dans le monde de la culture. Aujourd'hui, la BD se voit consacrer des expositions, fait l'objet d'analyses, attire les collectionneurs. 2020 a même été instituée année de la BD par le ministère de la Culture. Les succès populaires, notamment de certains mangas, sont quant à eux toujours présents. En 2022, l'ouvrage le plus vendu en France, toutes catégories confondues, a été une BD de non-fiction sur le réchauffement climatique. La bande dessinée, en plus d'être considérée comme un art, est devenue un médium comme un autre pour faire passer des idées. Elle est reconnue et populaire. Il y a cette expérience très particulière dans la bande dessinée par rapport à d'autres arts où à la fois on se met à aimer des bandes dessinées adultes et en même temps on relit sans cesse les bandes dessinées de l'enfance.
On peut même dire d'une certaine manière qu'on ne lit jamais vraiment une bande dessinée, on ne fait que la relire. La première lecture d'une bande dessinée est une expérience qui s'efface derrière une relecture au fil des âges. On relit sans cesse Tintin à des âges différents. Il ne vous reste plus qu'à nous dire en commentaire quelle est votre BD préférée.